Salut. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des jeux of Sigmar, mais aujourd'hui je ne vais pas traiter de fluff, ni de wargame. En effet, cette vidéo est un peu spéciale, car je vais vous présenter le tout nouveau jeu de rôle qui est sorti cette année, et qui prend place dans les royaumes mortels, Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par présenter ce que c'est sommairement un jeu de rôle, pour tous ceux qui sont familiers avec l'univers des jeux of Sigmar, mais pas trop familiers avec l'univers des jeux de rôle. Après cela, je ferai une présentation du jeu, que ce soit au niveau du fluff ou des règles, même si pour le fluff je serai très succinct, et je redirige les plus curieux vers les vidéos que fait Paul pour la chaîne, afin d'avoir plus de détails sur l'univers des jeux of Sigmar et le concept de Soulbound, et je vais vraiment m'attarder sur les règles, afin que vous ayez une présentation simple mais complète du jeu, et que vous soyez en mesure à la fin de cette vidéo de prendre en main le jeu et de vous lancer dans une campagne jeu de rôle dans l'univers de Soulbound. Donc en résumé, dans cette vidéo, on va voir comment on joue au jeu, mais aussi comment on crée un personnage. Donc, avant toute chose, je vais présenter ce que c'est un jeu de rôle, même si je pense qu'en tant que joueur de Warhammer, vous avez déjà une petite idée de ce que cela représente, et que Donjons et Dragons n'est pas un terme qui vous est inconnu. Néanmoins, afin de ne léser personne, je pense qu'une bonne définition est tout de même nécessaire. Alors, le jeu de rôle, abrégé JDR en français ou RPG en anglais pour Role Playing Game, est une pratique de narration collective. Tous les joueurs participent à la création d'une histoire en incarnant différents personnages qui vont interagir avec un monde donné. Bien souvent, ce monde est fictif, il peut être aussi bien fantaisiste, science-fiction, steampunk ou de n'importe quel genre. Un des joueurs va devoir endosser le rôle de maître du jeu, ou MJ, qui n'est pas un protagoniste, mais qui va servir en tant que narrateur global, afin de décrire le monde, les événements et tous les personnages non-joueurs, ainsi que leurs actions. Le jeu de rôle est une pratique très vaste, comportant de nombreux systèmes de jeu, peut-être plus que dans le wargame. De ce fait, il n'existe pas de bonne manière de faire un jeu de rôle, et vous pouvez faire un jeu de rôle narratif, avec un système de jeu très simple et peu de jets de dés, comme vous pouvez faire un jeu de rôle réaliste, avec beaucoup de jets de dés et des règles extrêmement complexes. Néanmoins, les jeux de rôle les plus populaires, comme Warhammer JDR, Donjons et Dragons ou Pathfinder, s'inscrivent plutôt à mi-chemin entre ces deux tendances, avec des règles complètes, précises, mais néanmoins accessibles, permettant de laisser libre cours à l'imagination des joueurs. Donc, pour se lancer dans le jeu de rôle, vous aurez besoin, bien souvent, d'un groupe de joueurs, entre 3 et 6 joueurs, d'un maître du jeu, d'une fiche de personnage et de dés. Certains rôlistes vont bien souvent rajouter des accessoires supplémentaires, comme des cartes et des figurines pour incarner les personnages, ou même des pions et des marqueurs d'état afin de suivre plus facilement le déroulement de l'action. Équipé de tout cela, vous serez en mesure, avec votre groupe d'amis, d'incarner n'importe quel personnage dans le monde de votre choix. Mais aujourd'hui, nous allons traiter de l'aventure au sein des royaumes mortels. Nous allons parler du tout récent jeu de rôle publié par Crucible 7, Warhammer Age of Sigmar The Role Playing Game, Soulbound. Je vais donc vous présenter les règles de ce jeu, ainsi que la manière de créer un personnage, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez vous aussi en mesure de vous lancer à la conquête des royaumes mortels. Donc, c'est parti. Alors, comment jouer à Soulbound ? Tout d'abord, évidemment, il faut que vous incarniez un personnage. Donc vous allez l'incarner parmi différentes races, humains, Stormcast, elfes, duardins et sylvanettes. Et ce personnage, vous allez lui attribuer des statistiques, des traits, des talents et des compétences qui vont représenter ses qualités et ses défauts au sein de l'univers. On reviendra sur tout cet aspect statistique de votre personnage dans la partie création, mais il n'y a pas que les statistiques qui sont importantes. Le cœur de votre personnage restera tout de même sa narration, quelle est son histoire, que cherchez-vous à accomplir avec ce personnage, quel est son but dans la vie, pourquoi rejoint-il les Soulbound, quels sont les faits marquants de son passé. Ce genre de choses va définir la manière dont vous allez incarner et jouer votre personnage pendant votre campagne. Si certains rôlistes confirmés peuvent parfois optimiser leur personnage afin de tirer parti des meilleures compétences du jeu, si vous débutez, je vous conseille de vous concentrer sur l'aspect narratif, et même de manière générale, j'estime que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que les caractéristiques que vous allez attribuer à votre personnage. Donc vraiment, lorsque vous allez créer votre personnage, prenez bien le temps de poser qui il est, et quels sont ses objectifs dans la vie, c'est très très important. Maintenant que votre personnage est créé, vous êtes en mesure de commencer votre aventure et d'interagir avec l'univers qui va vous être proposé par le maître du jeu. Évidemment, vu que vous jouez avec le système de jeu donc Soulbound, ces interactions, elles vont être définies par des règles bien précises. Alors comment ça se passe ? Généralement dans un jeu de rôle, lorsque vous faites une interaction, qu'elle soit physique ou morale, vous allez faire un test où vous allez lancer des dés et comparer ce lancer de dés avec soit un autre lancer de dés opposé par le MJ,
soit par les caractéristiques de l'ennemi et ou de votre personnage. Il y a différentes manières de faire un test. Certains systèmes adoptent le D100, le D10, 2D6, etc., etc. Certains systèmes ne demandent pas de dés, voilà. Mais dans Soulbound, on est dans un système de test qui va être très proche de ce que vous pouvez faire dans Age of Sigmar. C'est-à-dire, chaque test qui va être fait va être assigné à un niveau de difficulté de 1 à 6. 1 pour les tests les plus simples, et 6 pour les tests les plus compliqués. En plus de la difficulté du test, il y aura aussi un élément de complexité qui n'a pas de valeur plafonnée, mais qui généralement va aussi s'inscrire entre 1 et 6, donc 1 pour les actions les moins complexes, et 6 pour une action qui va être très complexe à réaliser. Les tests s'écrivent donc de la manière suivante. ND pour numéro du dé, X pour la difficulté, donc qui est la valeur entre 1 et 6, 2 points Y pour la valeur de complexité. En plus de dépendre de valeurs numériques, votre test va aussi dépendre des différentes compétences et caractéristiques qui existent dans le jeu. Dans Soulbound, les caractéristiques sont au nombre de 3, le corps, l'esprit et l'âme, donc body, mind and soul, dans la version originale du jeu, et vont servir à décrire donc la condition physique de votre personnage pour la caractéristique de corps, son intelligence et son éloquence pour la caractéristique d'esprit, et sa volonté mentale ainsi que la résistance à la corruption du chaos et de la mort pour l'âme. En termes de jeu, la valeur attribuée à vos caractéristiques va définir le nombre de dés que vous allez avoir à disposition lorsque vous allez lancer un test lié à celle-ci. En plus des caractéristiques qui vont venir définir les prouesses naturelles de votre personnage, il existe 24 compétences que je vais afficher maintenant, d'abord en anglais, puis en français. Ces compétences vont définir le degré d'entraînement, de maîtrise et d'expérience de votre personnage dans différentes catégories, comme la magie, la maîtrise des armes, la théologie, l'éloquence, et bien d'autres. Chaque compétence possède une caractéristique d'entraînement allant de 0 à 3, et une caractéristique de focus, disons maîtrise, qui va elle aussi de 0 à 3, et qui va représenter l'expérience et l'investissement de votre personnage dans cette compétence. De plus, chaque compétence est liée à une caractéristique. Par exemple, la compétence Weapon Skill, maîtrise des armes, va être liée à la compétence de corps. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement lorsque vous faites un test ? Reprenons depuis le début. Pour faciliter la compréhension, je vais prendre un exemple pratique qui pourrait se dérouler pendant votre campagne. Admettons que vous êtes un paladin rétributor. En tant que paladin rétributor, vous allez sûrement avoir une grande caractéristique physique. Donc, nous allons dire que votre personnage possède une caractéristique 4 de body, ce qui est très élevé dans Soulbound. Ensuite, concernant son esprit, nous savons de sources sûres dans le fleuve des Age of Sigmar que les paladins rétributors ne maîtrisent pas la magie et ne sont pas des gens qui sont réputés pour leurs compétences diplomatiques. Donc, attribuons à ce personnage une compétence d'esprit de 1. Concernant l'âme, nous savons que les paladins rétributors ne sont pas des gens qui peuvent se faire facilement influencer. En tant que Stormcast, ils sont immunisés à l'influence du chaos, mais les Stormcast ressentent quand même la peur et sont sensibles à différents types d'illusions. En tant que combattant, mettons une caractéristique d'âme de 2 à notre paladin rétributor. Avec ces caractéristiques, le paladin rétributor aura accès à 4 dés pour faire ses tests avec sa caractéristique de corps, à un seul dé pour les tests liés à son esprit, et à 2 dés lorsque les tests concerneront son âme. Du côté des compétences, nous n'allons pas étoffer la liste des 24 compétences, car avec un personnage, de toute manière, toutes les compétences ne sont pas utilisées, et dans cet exemple, ce sera plus simple de se focaliser sur une seule. Prenons donc la compétence de maîtrise des armes. En tant que paladin rétributor, vous êtes un guerrier très entraîné, mais vous n'êtes pas non plus un dueliste légendaire comme pourrait l'être un Knight Questor. Attribuez donc à cette compétence une caractéristique d'entraînement de 2. Grâce à votre niveau 2 en entraînement de maîtrise des armes, lorsque vous ferez un test qui va concerner cette compétence, vous pourrez ajouter 2 dés à votre jet. Pour le focus, qui correspond en français à la maîtrise ou à l'investissement que votre personnage a dans cette compétence, disons que vous avez une maîtrise de 1, et donc vous pourrez ajouter plus 1 à un seul de vos jets de dés lors de votre test. Chaque niveau de focus va donc permettre d'ajouter plus 1 à l'un des dés de votre jet, à une limite
évidemment, d'un focus par dé. Vous ne pouvez pas donc faire plus de sur un jet. Bien, maintenant admettons que lors de votre aventure, votre personnage, le paladin rétributor, se retrouve aux prises avec un bestigore qui est l'élite des hommes bêtes. Le maître du jeu, lorsque vous lui annoncez que vous voulez combattre ce bestigore, va alors décider de vous soumettre à un test pour savoir si votre coup de marteau le touchera ou non. Le MJ, considérant que les bestigores sont des combattants redoutables, il vous soumet à un test de difficulté 4 et de complexité 2. Le maître du jeu, considérant que les bestigores sont des combattants redoutables et que votre action correspond à une attaque martiale, il décide donc de vous soumettre à un test de difficulté 4 et de complexité 2 qui va venir concerner votre compétence de maîtrise des arts. Compétence elle-même liée à votre caractéristique de corps. Vous prenez donc 4 dés, car vous avez une caractéristique de corps de 4. À cela vient s'ajouter 2 dés, qui correspond à votre niveau d'entraînement dans la compétence maîtrise des armes. Vous lancez alors 6 dés. Pas de chance. Vous faites 2, 2, 3 et 5. En théorie, vous avez donc un seul succès pour un test qui vous en demande 2. L'action devrait être ratée. Mais fort heureusement, vous avez un niveau de focus en maîtrise des armes que vous décidez d'utiliser pour transformer votre 3+, en 4+. Vous obtenez donc 2 succès, et le test est considéré comme réussi. Devant ce test qui est une réussite, le maître du jeu s'exclame alors que le coup de votre paladin rétributor vient frapper le bestigore en plein flanc, lui brisant la cage thoracique. La créature s'écroule alors, morte. Voilà donc comment on effectue un test dans Soulbound. Ce que je vous ai montré, c'est un test qu'on dit commun, qui fait partie des tests les plus simples et qui est la majorité des tests dans Soulbound. Il existe 2 autres types de tests, en plus des tests communs. Nous avons aussi les tests opposés, qui sont généralement les tests utilisés lors d'un combat. Le but d'un test opposé est tout simplement de faire plus de réussite que votre adversaire, afin de remporter ce jet. Nous avons donc les tests communs pour les situations immédiates qui ne concernent pas ou peu de parties opposants, les tests opposés lorsque vous cherchez à confronter votre compétence à une tierce personne, et vous avez aussi les tests qui sont des tests étendus, donc qui vont décrire les actions qui se déroulent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui vont demander un plus grand degré de réussite que des tests normaux. Par exemple, si vous cherchez à soumettre un Gryph-hound à vos ordres sur une période de 2 semaines, le MJ pourra vous demander d'accomplir 12 succès sur 4 tests différents qu'il va étaler sur une période de 2 semaines pendant votre aventure. Voilà tout ce qui concerne la base des interactions en Soulbound. Évidemment, c'est un jeu de rôle qui est très complet, avec des règles accessibles, mais profondes. Et dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout vous expliquer d'un seul coup, car les informations seraient trop denses. Néanmoins, avec la connaissance que je viens de vous apporter, vous êtes en mesure de comprendre comment interagir avec votre environnement, et avec l'aide de votre maître du jeu ou de vos camarades, vous pourrez apprivoiser le reste des mécaniques du jeu avec beaucoup plus de facilité qu'en partant de zéro. À présent que vous savez comment fonctionne la structure globale du jeu, que ce soit en termes de compétences, de caractéristiques et de tests, nous allons voir, tous ensemble, comment créer un personnage dans l'univers de Soulbound. Car c'est là la première et la plus importante des étapes pour commencer votre campagne. Dans Soulbound, pour créer un personnage, il faut d'abord choisir un archétype, et ensuite vous allez définir sur cet archétype quels vont être les attributs de votre personnage. Ensuite, ses compétences et ses talents, viendra par la suite le choix de l'équipement de votre personnage, et une fois que cela sera fait, vous viendrez ajouter tous les détails physiques et narratifs liés à votre personnage. Tout ce que vous avez déterminé et créé pour votre personnage, vous allez le reporter sur une feuille de perso. Cette feuille de personnage a été créée pour Soulbound spécialement par les éditeurs du jeu, et je vais vous la décrire. Alors, sur le recto de la feuille, on va avoir tous les détails personnels qui concernent la race, le nom, l'âge, l'apparence physique, etc. Vous allez ensuite avoir les attributs et les compétences, donc tout ce qui va concerner vos caractéristiques d'âme, de corps et d'esprit, ainsi que votre niveau d'entraînement et de maîtrise de vos différentes compétences. C'est aussi dans cette partie que nous allons retrouver la Natural Awareness, qui représente la perception de votre personnage par rapport au monde qui l'entoure. Cette caractéristique est égale à votre caractéristique d'esprit, donc de mind, additionnée à tous les niveaux d'entraînement que vous avez dans la compétence perception. Si vous avez 3 de mind et 2 de perception, vous aurez donc une perception naturelle de 5.
En dessous de vos compétences, vous allez retrouver la liste de vos talents. Alors pour faire très court, les talents sont des habilités uniques, ainsi que différentes connaissances que votre personnage aura acquises pendant sa vie, et qui viendront vous prêter main forte dans certaines situations particulières. Par exemple, un personnage avec le talent Berserker pourra déchaîner sa rage lors d'un combat. Sur votre fiche de personnage, vous avez aussi la partie qui correspond aux objectifs et aux connexions que votre personnage a, donc ce qui correspond à son but dans la vie et tout le réseau de connaissances qu'il peut avoir. Juste en dessous, on retrouve tout ce qui concerne l'habilité au combat, ainsi que le nombre de PV, et pour finir, tout en bas de la partie recto de votre fiche de personnage, vous allez avoir les différentes armes avec lesquelles vous pouvez vous battre, donc qui sont les armes en votre possession. Concernant le verso, vous avez donc un portrait, qui peut contenir soit un dessin, soit une image numérique, dans le cas où vous ferez votre fiche en PDF, donc sur votre ordinateur. Vous avez une partie background qui permet donc d'aller écrire l'histoire de votre personnage, comment est-il arrivé là, quelles sont les différentes étapes qu'il a parcourues dans sa vie, etc. C'est dans le verso de votre fiche de personnage que vous allez aussi noter votre équipement, donc ce que vous portez sur vous en termes d'armure, ainsi que ce que vous pouvez transporter dans un sac par exemple. C'est aussi là que vous notez tout l'argent que vous possédez. Dans l'univers de Soulbound, et plus largement dans l'univers des Age of Sigmar, les cités libres telles que Hammerhall, Hallowhearts, le Phénicium ou la Merveille d'eau grise vont venir payer leurs achats avec ce qu'on appelle un Aqua Guaranis, et c'est donc cette ressource qui sert de monnaie pour l'univers de Soulbound. Enfin, tout en bas du verso, vous allez venir noter vos sorts, si vous êtes un sorcier, et vos miracles, si vous êtes un prêtre. Cela vous permettra d'éviter d'avoir à vous référer à chaque fois au livre de règles, dès que vous chercherez à faire quelque chose lié à cette partie du jeu. Maintenant que vous êtes familier avec la fiche de personnage de Soulbound, comment crée-t-on de manière concrète un personnage dans ce jeu? Alors, on va prendre un exemple très simple, en prenant un Duardin guerrier standard. Nous l'avons dit précédemment, la première étape lorsqu'on crée un personnage dans Soulbound, c'est de choisir son archétype. Ça correspond à la fois à votre race, ainsi qu'à la classe / métier que vous voulez incarner. Donc, commençons par la race. Il y a plusieurs races dans l'univers de Soulbound que l'on peut incarner. Nous avons les simples humains, les Stormcast Eternal, nous avons ensuite les elfes. Lorsque vous incarnez un elfe, vous pouvez choisir de rester un elfe classique, ou alors d'incarner une Daughter of Cain ou un Dinoid Deep King. Si jouer un elfe ne vous plaît pas, vous pouvez aussi choisir d'incarner un Sylvanet, même si dans l'autre cas, nous allons choisir d'incarner un Duardin. Donc, comme les elfes, les Duardins vont être soit dits classiques, ou alors vous pouvez choisir d'incarner un Fireslayer ou un Caradon. Ici, on va se cantonner à un Duardin classique. Donc, un Duardin originaire des cités de Sigmar. Maintenant que la race est déterminée, nous allons devoir choisir une classe ou un métier. Il y a deux possibilités dans Soulbound. Vous pouvez choisir d'incarner une des classes prédéfinies dans le livre de règles, ou alors d'en créer une vous-même. Ici, le but de la vidéo étant une introduction et une familiarisation avec les mécaniques et l'univers de Soulbound, nous allons créer notre race nous-mêmes, afin d'apprivoiser les différentes mécaniques d'attribution et d'évolution, des compétences, des talents et des attributs. Selon les règles du jeu, lorsqu'on choisit de créer son personnage et sa classe librement, notre caractéristique de Body, Mind and Soul commence à 1, et nous avons 35 XP à répartir afin d'améliorer nos talents, nos compétences et nos attributs. De plus, nous commencerons la partie avec 2 armes communes, une arme commune ou un bouclier, ainsi qu'une armure commune légère ou moyenne avec un bouclier, ou juste une armure commune légère ou moyenne. Actuellement, la fiche de personnage ressemble à ça. Nous avons donc le prénom, le nain, l'archétype guerrier, l'espèce, nous sommes un Duardin de 89 ans, les yeux bruns, la barbe rousse, 1m30 pour 75 kg, on est donc un bon gros nain. Concernant son trait distinctif, qui est quelque chose qui démarque le personnage des autres, ça peut être physique ou mental, j'ai mis qu'il passe son temps à râler, je trouvais ça très bien. L'expérience, pour l'instant on en a 40, car on n'a encore rien attribué, et par conséquent, nos attributs sont donc à 1. La question que vous vous posez donc, c'est, mais alors, comment j'augmente mes attributs, comment je fais monter de niveau mes compétences, et combien ça coûte d'expérience d'attribuer des talents. Et ça tombe bien, car il existe dans le livre de règles des tableaux qui sont extrêmement clairs à ce sujet. De manière générale, plus un attribut est haut, plus ça va coûter cher de l'augmenter au palier supérieur. Même chose pour une compétence,
plus vous êtes expérimenté ou vous avez une haute maîtrise de cette compétence, et plus ça va vous coûter cher de passer au palier supérieur. Concernant les talents, chaque nouveau talent va coûter 2 points d'expérience, sachant qu'il existe des talents que l'on peut prendre plusieurs fois afin d'accumuler leurs bénéfices, et donc à chaque fois que l'on va augmenter le palier d'un talent, ça va coûter 2 points d'expérience supplémentaires. À exception près de la magie, qui est quelque chose qui est un peu différent dans Soulbound, mais au vu de sa complexité, nous n'allons pas rentrer dans les détails de la magie dans cette vidéo. Et de toute manière, on a un guerrier, donc la magie, ça va pas être notre problème. Commençons donc par donner à notre personnage des attributs qui font un peu sens. Donc, en tant que guerrier, on va mettre l'accent sur le body, en négligeant un peu le mind, et en faisant attention quand même à pas avoir une caractéristique de soul trop basse, car cela va nous aider dans certains tests qui concernent la volonté du personnage, et comme on sait, les nains sont des individus très têtus, et il serait un peu dommage de négliger cet aspect-là dans les caractéristiques de notre personnage. Mettons donc une caractéristique de body de 4 à notre guerrier, pour un total de 14 XP, une caractéristique de mind de seulement 1, on va complètement négliger cette stat, et on va mettre une caractéristique de soul de 3, pour un total de 7 XP. Donc pour l'instant voilà, on a dépensé 21 points d'XP, ce qui est presque la moitié de vos points d'expérience de base. On va consacrer le reste aux compétences les plus importantes, et ce qui va rester à la fin, nous choisirons des talents qui pourraient se trouver salvateurs dans certaines situations. En tant que guerrier nain, la maîtrise des armes est très importante, on va donc la passer immédiatement niveau 2, afin d'avoir un total de 6 dés à lancer lors des combats. Ça va nous coûter un total de 3 XP, on va rajouter un point d'XP supplémentaire afin d'avoir un niveau de focus, donc un niveau de maîtrise, pour pouvoir ajouter +1 à un OG dans les situations les plus périlleuses. À partir de là, il nous reste donc 15 points d'expérience. On va donc utiliser 2 points d'expérience pour gagner respectivement un niveau en athlétisme et en maîtrise des armes de tir. On va faire aussi attention à ne pas négliger les compétences dites sociales. On va donc prendre intimidation au niveau 2 afin de pouvoir soutirer des informations aux personnes que l'on pourrait interroger dans les tavernes ou même les ennemis qu'on va pouvoir capturer pendant l'aventure. Il nous reste donc 10 points d'expérience, ce qui correspond à 5 talents. Je vais donc choisir 5 talents qui vont convenir à un guerrier nain. Les talents sont très nombreux, ici je vais pas vous les présenter, je vais en choisir des très simples, qui peuvent être utiles dans les combats, mais aussi dans les situations sociales, afin d'obtenir un personnage qui va pouvoir interagir dans des interactions sociales, mais aussi pouvoir combattre correctement tous ses adversaires, ce qui en fera un personnage plutôt équilibré et agréable à jouer. Concernant les talents, j'ai choisi réparation de combat, qui permet en plein combat d'effectuer un test afin d'essayer de réparer l'armure de soi ou de ses compagnons. J'ai choisi également le talent Crushing Blow, donc frappe écrasante, qui permet donc, comme son nom l'indique, de frapper pour écraser la chair, l'armure ou les os de l'adversaire et donc d'infliger des dégâts supplémentaires. Je possède aussi le talent Intimidating Manner, qui correspond donc à un talent qui permet d'avoir l'avantage lors des tests d'intimidation dans l'adversaire, que ce soit en combat ou socialement. Je possède aussi le talent Bulwark, ou Rempart en français, qui permet d'augmenter la défense de mon personnage d'un niveau si je ne me déplace pas au tour d'avant, et donc d'encaisser plus facilement les coups. C'est un talent qui correspond bien à un nain, c'est une règle qu'on trouve beaucoup dans les règles des unités naines des jeux Sigmar. Et pour finir, j'ai choisi un talent qui permet de facilement d'interagir avec l'équipe, qui peut servir dans les campements, donc Warm Meal, qui est un talent qui permet de faire un repas chaud pour l'équipe, et donc de gagner différents bonus. Concernant les habilités au combat, il existe une échelle de valeur allant de extraordinaire à pauvre pour votre maîtrise des armes de mêlée, votre maîtrise des armes de distance, ainsi que votre capacité défensive. La valeur extraordinaire correspondant à quelqu'un qui a un talent quasiment légendaire pour la tâche, tandis que la qualité la plus basse, qui est pauvre, signifie que le personnage est expérimenté, voire même complètement inepte à cette tâche. Afin de déterminer le positionnement de votre personnage sur ces échelles de valeur, il existe différents calculs. Pour la mêlée, on détermine l'échelle de valeur en additionnant la caractéristique de body et le niveau d'entraînement de votre personnage en maîtrise des armes. Ici, on aura donc 4 de body plus un niveau 2 en maîtrise des armes pour un total de 5. Sur l'échelle de compétences, notre personnage est considéré comme quelqu'un de bon, et donc on considère qu'il est bien entraîné et qu'il a un talent naturel pour la tâche. Concernant la maîtrise des armes balistiques, donc les armes de tir, nous avons l'addition du mind et de notre niveau d'entraînement en armes balistiques,
ça fait donc un total de 2. Le nain est considéré comme quelqu'un qui a une maîtrise pauvre de cette compétence. Nous sommes donc inexpérimentés pour l'instant dans la maîtrise des armes de tir. Et enfin, pour la défense, nous faisons la somme de notre caractéristique de corps et de notre niveau d'entraînement en réflexe, donc 4 plus niveau 0 pour l'entraînement, ce qui fait un total de 4 fatalement. Et donc sur l'échelle de valeur, nous sommes considérés comme quelqu'un ayant une maîtrise de la défense et de la parade dans la moyenne. Évidemment, vous comprenez qu'un héros qui est doué en attaque pourra percer plus facilement la défense de l'adversaire, et au contraire, un héros avec une bonne défense sera capable de se défendre contre les assauts les plus violents. Ici, nous avons donc un guerrier de corps à corps équilibré, avec une maîtrise très pauvre des armes à distance, ce qui est correct pour un guerrier de niveau 1 finalement. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail des habilités de combat, chose que je n'ai pas faite en présentant la liste, pour éviter de surcharger d'informations. Tout d'abord, il y a l'initiative, qui va déterminer votre positionnement dans le déroulé d'un combat. En effet, Soulband est un jeu de rôle qui se déroule tour par tour, et donc chaque joueur et chaque personnage non-joueur vont faire une action les uns après les autres, et une fois cela fait, le tour prend fin. L'initiative est calculée par la somme de la compétence de Mind, ainsi que le niveau d'entraînement en Awareness et en réflexe. Donc en français, vous faites la somme de votre compétence d'esprit, ainsi que votre niveau d'entraînement en perception et en réflexe. Notre guerrier du Jardin est donc quelqu'un d'un peu lent, qui va souvent agir en dernier, mais cela permettra de tirer parti de notre talent de rempart afin de mieux se défendre contre les adversaires les plus rapides. Vient ensuite le Mettle, qu'on peut traduire par bravoure ou courage, qui est une ressource qu'on peut dépenser afin d'influencer de manière mineure le déroulé d'une action, afin que celle-ci puisse tourner plus facilement en notre faveur. Donc à chaque fois que l'on veut influer le cours d'une action, on dépense un point de Mettle, et celui-ci sera rechargé selon le bon vouloir du MJ lorsqu'il considère que le moment est venu. Donc lorsque vous êtes en un campement, lorsque vous vous reposez, ce genre de choses. Et votre Mettle initial, c'est la moitié de votre âme arrondie au supérieur. Donc ici, on a accès à 2 de Mettle. Vient ensuite la Toughness, donc la résistance, qui est une caractéristique qui représente le nombre de coups que votre personnage peut prendre avant de commencer à perdre ses PV. On calcule la résistance en additionnant le body, le mind et le soul, et les talents, sorts et compétences ainsi que certains items peuvent venir augmenter de manière temporaire ou définitive votre toughness. Donc là, 4 plus 1 plus 3, ça fait 8 de toughness pour votre guerrier nain. Pour finir, nous avons les wounds qui correspondent au nombre de PV du personnage. Lorsque vous avez 0 wounds, vous êtes mort. Voilà. On calcule les wounds de la même manière qu'on calcule la toughness, mais on divise le résultat par 2. Donc 4 plus 1 plus 3, divisé par 2. Notre nain a 4 PV, mais il s'avère que dans son band, chaque race a un passif qui l'avantage dans une compétence particulière. Les Duardins ont le passif racial trop têtu pour mourir qui leur ajoute 2 PV de manière définitive. Nous avons donc un nain avec 6 wounds au total. Quant à la compétence d'armure, elle dépend de l'armure que vous portez, donc on va pas s'en soucier maintenant, car je ne rentrerai pas dans le détail des objets dans cette vidéo. Mais on va tout de même noter sur la fiche de personnage que notre guerrier nain est équipé d'une hache commune et d'un bouclier. Le verso de la feuille de personnage étant une partie qui est un peu plus narrative, on va s'attarder moins longtemps dessus, car ici le but c'est de vous apprendre à comment créer son personnage en fonction des règles. Donc en ce qui concerne le passé de votre personnage et son apparence, vous êtes maître de vos décisions, et c'est quelque chose que vous pouvez faire sans connaître les règles du jeu. On va quand même noter l'équipement, donc notre nain étant un guerrier de corps à corps, on va lui équiper une armure moyenne, on va pas se soucier des équipements auxiliaires, ce n'est pas important pour cette vidéo, et on va noter que dans la règle du jeu, un personnage débute avec 200 gouttes d'Aquagiranis. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il est nécessaire afin d'appréhender et de débuter dans Soulband, que ce soit en termes de règles, mais aussi de quelle manière vous allez devoir créer votre personnage. Pour le reste, tout ce qui va être les nuances en termes d'équipement, de magie, de tests étendus, et l'univers du jeu, je vous invite à aller sur le site de Crucible 7 afin d'acheter Soulband pour vous-même vous en faire la lecture. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le livre physique n'est pas encore sorti, donc tout est en précommande, que ce soit l'édition de base ou l'édition collector, mais vous aurez accès immédiatement à la version PDF en précommandant le jeu. Notez bien aussi que des extensions sont à venir, et donc que le système de jeu va évoluer. Ça ne veut pas dire que cette vidéo sera obsolète lorsque ces extensions vont sortir, mais vous aurez tout simplement accès à plus d'histoires et à plus de races.
L'éditeur s'est notamment exprimé sur la sortie prochaine des Luminettes, ainsi que d'autres races mercenaires issus de la destruction, comme les ogres ou bien les Iron Joe. Alors, évidemment, tout ce que je viens de vous dire là, de comment créer son personnage, comment choisir sa race, je suis resté dans les clous du jeu. Mais le jeu vous encourage aussi beaucoup à créer vous-même votre contenu. On l'a vu ici, il est très facile de créer un archétype personnalisé en sortant des limites du livre, mais vous pouvez faire la même chose avec votre race. En effet, les races dans le jeu définissent très peu comment votre personnage va fonctionner. Si jamais vous voulez incarner une race de l'univers des Age of Sigmar qui n'est pas dans le jeu, je vous conseille quelque chose de très simple, c'est de tout simplement ouvrir votre livre à la page des talents et de choisir un talent adéquat qui viendra substituer le passif racial des races qui sont directement disponibles dans les règles du jeu. Dernier petit conseil aussi, si vous souhaitez démarrer une campagne Soulbound, je vous recommande d'avoir au moins une personne dans votre groupe qui est familier avec l'anglais afin de ne pas avoir de problème dans la compréhension des règles du jeu. La VF devrait sortir un jour, mais on n'a pas de nouvelles sur sa date de sortie, donc pour l'instant vous devrez vous cantonner à la version anglaise du jeu. Donc vraiment, très important de comprendre soi-même l'anglais ou d'avoir un ami ou un MJ qui peut vous traduire les règles du jeu afin que vous les compreniez plus facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à poster vos questions et vos réactions dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!